nombreux, comme d'habitude. Merci d'abord à Aymeric, qui vient de boire son verre d'eau, donc qui est prêt à démarrer bille en tête sur du consistant. Et donc je lui laisse tout de suite la parole. Oui. Alors un grand merci d'être là, parce que je pense qu'il fallait non seulement présenter ce livre, puis le fêter, d'une certaine manière, parce que ça faisait plusieurs dizaines d'années qu'il était soustrait à l'attention du public français. Donc on publie enfin le troisième et dernier tome, donc le premier, le deuxième et donc celui-ci. Et nous y avons adjoint une préface de Domenico Losurdo, qui me semblait particulièrement pertinente face ce choix, puisque Domenico Losurdo, sans lancer forcément un concours, mais il me semble un des plus aptes à continuer l'œuvre de Lukács, enfin incarné disons surtout dans son aspect d'histoire des idées, de critique idéologique. Et donc c'est particulièrement intéressant de savoir ce que Domenico Losurdo pense de ce livre. Donc ça c'est moi qui ai traduit la préface de Losurdo. La traduction est toujours c'était Didier Durno qui avait fait les trois livres, donc malheureusement il est décédé, donc je voulais lui rendre hommage ce soir. Chose qui d'ailleurs a retardé aussi, ça je le dis pour tous ceux qui s'intéressent à Lukács. Nous sommes l'éditeur de la grande anthologie de l'aide sociale qui se compose des prolégomènes de volume Le travail et la reproduction, l'idéologie, l'aliénation, et donc il en manque un. Mais la solution est en train d'être trouvée et je pense qu'on aura une solution, on pourra aboutir assez rapidement pour terminer ce long travail d'excision. Je précise, il y a un autre texte de Lukács qu'il faudra absolument traduire. Je m'étonne. J'étais à peu près certain que depuis notre création, en lançant, disons, ce long processus de publication, d'autres éditeurs ayant un peu plus de moyens se lancent dans la publication de la grande esthétique de Lukács, qui s'appelle The Eigenart des Aestheticians, c'est en 2 gros volumes. C'est aussi un des textes de 1963, qui est un des textes fondamentaux de Lukács, qui reste à traduire. Je précise que les amis de Georg Lukács sur Internet ont fait un gros travail pour combler un petit peu les trous de ce qui manquait, disons, dans les publications de Lukács. Et republier aussi des articles de revues, ils ont mis en ligne, et c'était une très bonne initiative. Donc il faudrait donc republier cette grande esthétique. Alors, je ne pensais pas que ça tomberait sur nous, a priori, parce que normalement je pensais que, je sais pas, Gallimard devait le faire. Gallimard avait fait par exemple le Jeune Hegel. Il s'était, paraît-il, intéressé depuis les années 60-70. Mais quand je vois que même Adorno, toujours pas si bien traduit, et Adorno, vous savez qu'il n'y a pas les problèmes idéologiques que pose Lukács à l'édition bourgeoise, parce que Adorno était... Quand il a poussé, disons, son marxisme occidental jusqu'à carrément s'opposer à la guerre du Vietnam, alors que Lukács, au contraire, lui était resté du mauvais côté du rideau de fer par rapport à l'idéologie actuelle. Mais même Adorno, dont personne ne peut nier l'importance quant aux théories esthétiques, même sa grande esthétique n'est pas non plus traduite. C'est pas un domaine évident. Donc avis aux amateurs, et voilà, si les choses perdurent, il faudra bien qu'on s'y mette aussi, mais voilà, c'est pas évident pour une petite maison d'édition militante, plébéienne, comme vous pouvez vous l'imaginer. Voilà, c'est vrai que j'ai un petit peu je me suis rendu compte, j'avais très envie de faire cette soirée, de partager avec vous ce moment de joie, parce que c'en est un. Et je me suis rendu compte après de la difficulté de parler d'un livre en fait qui aussi, d'une certaine mesure, est presque à l'origine du projet de notre maison d'édition, c'est-à-dire de cette sécession qu'on a faite par rapport, disons, à cette espèce de perspective contre-culturelle, presque même contre-académique en fait, dont on peut être fier non pas pour notre modeste travail, mais surtout par les auteurs qui ont fini par rejoindre ce courant. Et
Donc voilà pourquoi c'est pas évident d'ailleurs d'en parler. C'est un peu comme on peut filer la métaphore amoureuse, hein, mais c'est pas, on parle pas forcément mieux, on n'est pas forcément disert avec une femme dont on est particulièrement amoureux. Mais voilà, on va quand même essayer de présenter les choses le plus dignement possible. Et pour ça, je suis très heureux qu'on puisse savoir aussi ce que pense le sourdo d'ailleurs de la destruction de la raison et de sa manière même de l'illustrer. Alors. Vous savez que La destruction de la raison, je ne sais pas si vous êtes, c'est un livre un peu maudit de Lukács, c'est un livre qui est entouré d'une certaine légende noire. Pourquoi? Parce que c'est un livre extrêmement polémique, polémique au sens étymologique du terme, hein, polémos, la guerre. C'est un livre qu'il a commencé à méditer, disons, après son exil d'Allemagne, après l'arrivée du fascisme, enfin du nazisme au pouvoir, qu'il a continué pendant la guerre. Et qui est paru en 1954, donc vraiment presque en pleine guerre froide. Donc effectivement, vous savez que pour cette idéologie dominante dont je parlais, c'est très bien de philosopher à coups de marteau quand on s'appelle Nietzsche. Quand on philosophe à coups de faucille et de marteau, c'est déjà moins bien vu. Donc la polémique ne pourrait pas être ça dépendrait de quel côté on se place. Il y en a d'autres aussi, comme Heidegger, qui peuvent remettre en cause toute la philosophie depuis Socrate, vouloir revenir au pré-socratique, ça pose pas non plus de problème. Quand on se contente modestement, comme Lukács, de défendre l'école hegelienne, de montrer en fait comment elle se désagrège, en fait, tout simplement, parce que c'est les limites qu'il se fixe, enfin, concrètement, dans ce livre, tout de suite, ça ne passe plus, ou ça passe mal, évidemment. Le paradoxe que je voudrais soulever, ce sera peut-être un peu le fil directeur de mon intervention, ce serait de spécifier que, malgré tout, c'est un grand livre qu'on peut prendre aussi de manière pédagogique. Je m'explique. En tout cas, je sais qu'une partie de son succès est due que je connais beaucoup de gens qui même sont rentrés en philosophie par cette porte-là. Tout simplement parce qu'ils se sont mis à la hauteur du caractère polémique de la philosophie. Je veux dire, on peut donner des dizaines, des centaines de définitions à la philosophie, il faut d'ailleurs, hein, c'est normal, à chaque fois les problématiques se reposent, hein, à chaque génération, dans chaque contexte. Il me semble quand même qu'une des phrases les plus représentatives, enfin, c'est un adage latin, vous la connaissez peut-être, amicus Plato sed magis amica veritas, en fait c'est extrapolé de l'éthique à Nicomaque, mais ça désigne bien sûr Aristote, c'est Platon m'est cher, mais la vérité m'est plus chère encore. C'est-à-dire qu'il y a un côté éminemment conflictuel dans le projet même philosophique. Sinon, on est un simple épigone. Si on ajoute à la philosophie, c'est que précisément, on est dans un rapport de dépassement, en fait. Hein. Et d'ailleurs, si Lukács commence la destruction de la raison par le conflit Hegel-Schelling, ce conflit, il existe bien, il ne l'a pas inventé. D'ailleurs, comment comprendre Hegel, comment comprendre la phénoménologie de l'esprit, qui est son livre le plus important, d'avoir Royal pour comprendre son œuvre, si on ne comprend pas la Auseinandersetzung, comme on dit en allemand, c'est-à-dire c'est plus qu'une polémique, c'est un débat, ça a un sens extrêmement la prise, comment dire, le combat véritablement qu'il a eu avec Schelling, qui d'ailleurs avait été un de ses inspirateurs par la même occasion. Donc voilà pourquoi cette œuvre je pense, a un caractère pédagogique et permet aussi de comprendre ces conflits-là. Si Schelling se met à attaquer Descartes comme après Heidegger, ce sont aussi des jalons dans l'histoire de la pensée. Et comment répondre, il faut en tenir compte. Bon, qui est Lukács? Je vois qu'il y a des jeunes dans la salle qui ne connaissent pas forcément. Donc état civil 1885-1971. Alors, je dis qu'il faut prononcer Lukács parce que je crois qu'une des raisons aussi pour laquelle certains auteurs ne circulent pas ou sont mal connus, c'est qu'on ne sait pas bien prononcer leur nom. J'entends toujours des Gramsci passer. Alors, personne ne demande à ce qu'on prononce, je sais pas, Gramsci en mettant un accent, en roulant les R, mais prononcer à peu près correctement pour un gosier français, il faut dire Gramsci, il faut dire Hegel, il ne faut pas dire Hegel, et donc il faut dire Lukács. Vous ne pouvez pas mettre l'accent tonique comme on est hongrois, mais dites Lukács, et pas Lukács, s'il vous plaît. Voilà. Alors l'autre problème est son prénom, je vais passer, excusez-moi on est dans les détails, mais son prénom en hongrois ça s'écrit György, mais il faut prononcer György parce que ça se prononce que GY, ça se prononce D, D-I.
Donc le problème, c'est que c'est imprononçable. Donc si vous dites Georg Lukács, personne ne vous en voudra, ou même Georges Lukács finalement, puisqu'il n'est pas non plus spécialement allemand, même s'il est de culture allemande, enfin culture, il est né en Autriche-Hongrie, donc vous pouvez dire Georg Lukács ou Georges Lukács, personne ne vous en voudra. Et voilà. Donc effectivement, comme je vous dis, il est né en Autriche-Hongrie. Moi, le hongrois est une langue qui m'est évidemment inaccessible, comme à beaucoup de gens, malheureusement. Et d'après ce qu'il a l'air de dire, j'ai vu dans des traductions, d'ailleurs dans des revues hongroises, il parlait un petit peu de sa culture. L'ère germanique était pour lui, dans sa jeunesse, une source de libération, parce qu'il trouvait que la Hongrie de son époque était beaucoup trop réactionnaire. Donc on voit qu'il participe vraiment des deux cultures. C'est pour ça qu'il a d'ailleurs fait des études à Heidelberg. Et d'ailleurs, comme nul n'est prophète en son pays, il était beaucoup plus lu ailleurs qu'en Hongrie. Il y avait des gros problèmes politiques dans son propre pays, alors qu'il était plus lu, par exemple, en RDA. Donc, alors, beaucoup de gens, je ne suis pas le seul, évidemment, on peut le voir, je ne sais pas, dans l'Encyclopédie Universalis, peut-être parce que c'est Lucien Goldman qui a écrit la préface, enfin la notice, mais il est qualifié de plus grand philosophe marxiste après Marx. Alors, il faudrait expliquer ce superlatif, je pense qu'il est tout à fait mérité, mais simplement pour ne pas se contenter de dire telle lessive lave plus blanc, il faudrait voir de quoi il est le nom, comme on dit. Qu'est-ce qui se passe au moment où Lukács, disons, se convertit au marxisme, enfin se convertit, vous m'avez compris, a écrit notamment son grand ouvrage qui s'appelle Histoire et conscience de classe. Dans quelle époque on est? On est dans un grand renouveau du marxisme qui est lié évidemment à la Révolution d'octobre. La grande relecture de Hegel que fait Lénine, Gramsci aussi qui va véritablement comprendre dans la lignée de Libriola le grand héritage hegelien. On commence à comprendre le marxisme dans sa philosophie même. Disons qu'après la mort, dans cette période qui, disons, suit la mort de Marx et de Engels, la fondation de la Deuxième Internationale en 1889, et son échec, en fait, fracassant devant sa compromission, en fait, avec l'impérialisme en 1914, toute cette période est marquée par la réception imparfaite de Marx. On commence à comprendre bien, ne serait-ce que déjà l'apparition des divers tomes du Capital, hein, puisque le premier tome était paru en 1967, comme vous le savez, mais les autres paraîtront après la mort de Marx. Donc on commence à comprendre, je sais pas, la théorie de la plus-value, je sais pas, le rôle révolutionnaire du prolétariat, beaucoup de choses commencent à rentrer dans les esprits, mais on ne s'intéresse pas spécialement à ce qui fait la méthodologie, la méthode même du marxisme, par exemple. J'en veux pour preuve, les manuscrits de 1844 et l'idéologie allemande seront publiés, je crois, en allemand en 1932. Voilà, mon lapsus est évident, 1932, hein, c'est-à-dire. Mais le pire, c'est qu'en fait, par exemple, les manuscrits de 1844, ils étaient au siège du SPD. C'est ça qui est le plus étonnant, c'est que en fait, ça n'intéressait personne. Donc, ça n'était pas. Donc, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? On prenait Marx comme, disons, pour ses conclusions économiques, si vous voulez, ce côté, et on l'interprétait avec la science de l'époque, c'est-à-dire avec une bonne dose de positivisme, voire de néo-kantisme, selon qu'on était certaines formes de mécanisme. D'ailleurs, un certain nombre de l'image qui perdure un peu du marxisme, par exemple, quand on dit que le marxisme est une sorte de déterminisme économique, qu'on insiste là-dessus, c'est déjà on se met dans un cadre de pensée qui est complètement mécanique, qui n'est pas celui de Marx, qui est celui de la science bourgeoise de l'époque, enfin d'une certaine manière. Donc, un livre comme Histoire et conscience de classe, qui est le grand livre le premier grand livre marxiste de Lukács, suit, disons, tout son parcours qui a été justement il y a deux grands livres avant, c'est L'âme et les formes et la théorie du roman, où il passe du kantisme à l'hégélianisme, et donc accomplit tout un trajet à l'intérieur même de la pensée allemande, et pour déboucher, en fait, donc, sur une meilleure compréhension de ce caractère dialectique de la pensée marxiste, donc révolutionnaire. En tout cas, c'était vraiment dans l'air du temps. Alors, c'est un livre, Histoire et conscience de classe, qui va lui porter tort d'une certaine manière, comme ça arrive comme beaucoup d'auteurs, il y a toujours une sorte d'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que c'est le livre dont on va se servir pour empêcher de lire le reste, la suite. C'est un livre que Lukács va renier, en fait. Il va s'en détacher petit à petit, parce que maintenant on a encore ça a été publié récemment,
dialectique et spontanéité, on voit à peu près le parcours, on voit à peu près comment ça s'est passé. C'est un livre qui pêche par certains côtés, enfin, il a reconnu lui-même qu'il pêche par certains côtés qui sont le fait de trop centrer les choses sur la praxis, indépendamment par exemple du fait de nier la dialectique de la nature. Un certain luxembourgisme, c'est-à-dire une croyance au spontanéisme des masses, et notamment ce qu'il a appelé une surhegelianisation de Hegel, une surenchère en fait dans son hegelianisme en fait, c'est-à-dire ça se présente sous la forme le prolétariat dans sa libération de l'humanité serait censé résoudre la question de la différence entre l'identité du sujet et de l'objet, c'est résoudre en fait une sorte d'aporie philosophique. Donc Lukács va disons retrouver mieux, j'allais dire, il va y avoir une vraie rencontre finalement avec Lénine, outre la Révolution d'octobre, avec le léninisme, qu'il va interpréter aussi à sa manière, enfin qu'il va développer à mon avis. Ce léninisme, marxiste-léniniste, qui est finalement un petit peu la pierre de scandale, encore à l'université d'aujourd'hui, ce qui est quelque chose qui passe mal, c'est-à-dire le réalisme ontologique, la théorie du reflet et la dialectique de la nature. C'est un marxisme, j'allais dire, de haute intensité, qui n'est plus tant enseigné, et Lukács va donner, j'allais dire, des garanties épistémologiques à ce modèle, c'est-à-dire que face à, par exemple, je vous donne un exemple, face à un Sartre qui considérait que la théorie du reflet était purement mécanique, un pur reflet mécanique, ou alors Bourdieu va vous dire il n'y a pas l'aspect réfraction, ce serait un pur décalque, en fait. Lukács montrer tout le sens, par exemple, de la mimésis en art. Il faut comprendre le reflet dans une approche dialectique, rien n'interdit justement de le penser sous cette forme. D'ailleurs, on fait moins... Par rapport à ce rôle de la dialectique de nature, la dialectique de la nature ne signifie pas expliquer, par exemple, je sais pas, l'émergence de la subjectivité par un décalque de la nature, par un pur mécanisme. Il y a aussi une dialectique de l'histoire. Et Lukács ne va pas précisément abandonner sa problématique de l'émancipation, qui est celle, on a dit, le prolétariat qui, dans son œuvre de jeunesse, accomplit l'identité du sujet et de l'objet. Il va garder cette perspective d'émancipation et ça va déboucher sur une très grande œuvre de caractère esthético-ontologique, on peut dire. Enfin, les deux sont menés de front, où en fait l'humanité en soi se transforme en une humanité pour soi, à travers la découverte de ce que c'est qu'une œuvre d'art authentique, par exemple. Et l'émergence, finalement, il va donner toutes les garanties de l'émergence d'une subjectivité, de la liberté, par rapport au défi, finalement, que lui lançait le marxisme dit occidental, qui est un marxisme praxo-centré, c'est-à-dire qu'il veut rien avoir à faire avec la dialectique de la nature. Et ça va être tout le débat du dernier Sartre, qui peut-être, ayant compris la polémique que lui avait lancée Lukács dans Existentialisme ou marxisme, autre grand livre polémique de Lukács, en 1948, d'une certaine manière, il me semble que Sartre va tellement prendre mal, je veux dire, ou bien justement cette critique, qu'il va abandonner en fait son existentialisme de jeunesse, et c'est pour ça qu'on aboutit à la critique de la raison dialectique. C'est un livre où Sartre s'affronte en fait avec le marxisme, en essayant d'établir les droits de la subjectivité, en disant Kierkegaard contre Hegel, sans d'ailleurs y parvenir d'une certaine manière. C'est pour ça que c'est une œuvre inachevée. Qui pose d'ailleurs un certain nombre de questions. Il me semble que justement, lui, Lukács, dans sa grande ontologie, notamment passant par Nikolai Hartmann, ce qu'il appelle les positions téléologiques, montre en fait comment justement ces positions humaines, cette humanité émancipée, cette libération peut se faire. Donc on est vraiment dans la grande pensée systématique, philosophique. Voilà un petit peu, je brosse à grands traits, évidemment, le parcours de pensée de Lukács. Alors, il est évident que ça ne s'est pas fait c'est pas un fleuve serein, évidemment, vous imaginez tous les événements politiques qu'il a traversés. D'ailleurs, c'est incroyable qu'il ait pu écrire toute cette œuvre en étant 2 fois ministre, 2 fois emprisonné, d'ailleurs, enfin, c'est un parcours presque picaresque. Mais alors, souvent, ce parcours a fait que, surtout à l'époque où les gens étaient beaucoup regroupés en termes de chapelle, aujourd'hui c'est quand même un peu moins le cas, les gens discutent un petit peu plus entre les fils de Marx, quoi, disons, il y a un peu plus il y a moins de sectarisme quand même.
Bon, mais à l'époque, le conflit passait exactement par Lukács lui-même, c'est-à-dire entre différentes fractions du mouvement ouvrier, parce qu'il y avait ceux qui lui reprochaient, justement, ce service de l'histoire et conscience de classe, comme son livre de jeunesse, qu'il avait renié aussi pour de bonnes raisons, parce qu'il faut pas nier qu'il y avait une part d'autocritique chez lui qui était un petit peu imposée par les circonstances, mais il y a son évolution même. Quand il republie Histoire des consciences de classe en 1967, il y est adjoint une préface où il montre clairement en quoi ce livre lui est devenu étranger, en tout cas, ce qui est dépassé par rapport à son propre système. Et donc on a opposé de manière un petit peu mécanique de son... disons tout le camp, tous ceux qui interprétaient comme thermidor stalinien la période des années 30, en fait, donc ce qu'on peut appeler le camp gauchiste, enfin dans toutes ses ramifications, et ce qu'on appelle, donc ce qu'eux appellent thermidor stalinien, ce que les communistes appellent la nécessité de construire le socialisme dans un seul pays. Bon, il faut savoir qu'avec, après, pour parler un peu du Lukács politique, après, disons, l'adhésion au léninisme et la révolution d'octobre, l'autre événement de sa vie, c'est que lui choisit de rester dans l'URSS, précisément. Hein. Donc, alors, après, donc, le résistant de l'URSS, il choisit l'URSS aussi comme rempart contre le fascisme. Et d'ailleurs, bon, jusqu'à la fin de sa vie, il va vouloir rester dans le camp socialiste. On connaît tous sa phrase, hein, le pire des socialistes est toujours meilleur que le meilleur des capitalismes. Alors, ça passe par le choix que fait Lukács, c'est un choix d'essayer de démocratiser le socialisme de l'intérieur, ce qui est une démarche que en soi peut être partagée par beaucoup de gens. Après, peut-être qu'on peut trouver ses choix imprudents, notamment sa participation en 1956, le gouvernement d'Imre Nagy, Nagy ou Nagy, mais il faut prononcer Nagy. Donc, d'ailleurs, ce qui l'amène, parce que, contrairement à ce que veulent faire croire certains occidentalistes, guerre froidier, comme on pourrait dire, il n'y avait pas que des communistes dans ce mouvement-là. Et bon, à partir du moment où Nagy décide de se retirer de l'OTAN, Lukács se désolidarise, rentre à la Mossad de Bulgarie, il va avoir des tas de problèmes parce qu'il va être en exil en Roumanie. Et il choisit de rester en Hongrie, où il est quand même assez mal vu, mais il va quand même reprendre sa carte au Parti communiste en 1967. Et bien qu'appréciant quand même János Kadar, il va lui envoyer une lettre de protestation au moment de 68 à Prague, au moment de Prague. Et il meurt communiste dans son pays en 71, on a toujours refusé d'émigrer à l'ouest. Donc ça fait une personnalité très complexe, évidemment. C'est pas la peine d'en prendre comme un code de la route, d'ailleurs, c'est pas ça qui est le plus important. Peut-être d'ailleurs justement le fait qu'il y ait eu certaines vicissitudes, un parcours complexe au point de vue politique, qui explique peut-être qu'il ait réussi à avoir la sérénité pour écrire cette œuvre qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Et d'ailleurs, il faut du temps. Vous voyez que Marx, en fait, par exemple, Trisseux ont été traduits en français qu'en 67-68. On est toujours dans une... ça prend du temps avant qu'on commence à se rendre compte de la portée, de la puissance d'une œuvre. Donc, voilà pour vous expliquer un peu le parcours politique de Lukács et pourquoi... donc on s'est servi de sur la conscience de classe en disant, après, Lukács est un affreux stalinien, il ne faut pas le dire, ça n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, quand Kostas Axelos va publier Histoire et conscience de classe en 1960 en France, dans sa préface, il va précisément publier ce bouquin pour qu'on ne lise pas les autres, en disant clairement La destruction de la raison est un hommage au génie philosophique de Staline. Enfin, vous voyez, on ne peut pas trouver plus dénigrant de leur point de vue, du point de vue gauchiste. Et vous savez d'ailleurs que Histoire et conscience de classe va devenir une sorte de bible du gauchisme estudiantin. Si vous lisez La société du spectacle de Guy Debord, vous avez plein de citations de Histoire et conscience de classe. Donc un livre que... Et même, alors, un autre paradoxe, c'est que Lucien Goldman, qui était l'introducteur de Lukács en France, lui s'intéressait encore à ce livre, mais surtout aussi au Lukács de l'âme et les formes, à la théorie du roman, et pourquoi pas. Et le dialogue était presque rompu avec le Lukács de l'autre côté du mur, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ce jugement est particulièrement injuste, il est complètement biaisé politiquement, vous comprenez quels intérêts il sert, mais il est particulièrement injuste dans le cas de Lukács. Ça va jusqu'à, pour vous donner un exemple, puis après j'arrête là, un de ses biographes s'appelle Karl Arcaï, et qui me fait penser un petit peu à l'adage de Sioran, pour une fois qu'on
peut citer quelqu'un qui n'est pas de notre camp, évidemment. Sur lui, il disait il est étonnant que la perspective d'avoir un biographe n'ait pas dissuadé certaines personnes d'avoir une vie, parce que quand on voit des biographes pareils, on peut se poser des questions. Et donc, Kadarka, il vient dire que la raison est un vulgaire tract stalinien. Alors, je crois que quand on essaye d'être scientifique, il faut se garder des jugements de valeur. Moi, si j'en formulais un, vous connaissez notre catalogue, je ne qualifierais pas ce qu'a fait le mouvement communiste international, surtout à cette époque, de lutte contre le fascisme, de vulgaire, bien au contraire. Même De Gaulle reconnaissait le rôle de l'Union soviétique dans la libération de notre pays. Je crois quand même qu'il faut surtout avec le recul qu'on a maintenant, je crois quand même qu'il faut savoir rendre hommage aussi à ce grand moment. Bon, par contre, là, si on regarde sobrement les choses, je ne parlerai pas de vulgarité, bien au contraire, mais on peut parler de vulgarisation du marxisme à cette époque. Alors cette vulgarisation, elle était même nécessaire à ce mouvement communiste. C'est ça qui a permis, d'ailleurs, comme dit Marx, quand les idées deviennent une force matérielle quand elles s'emparent des masses. Pour qu'elles s'emparent des masses, ça ne se fait pas, d'ailleurs, c'est un processus douloureux, long. Ces masses, il faut bien dire, elles ont dépassé le montagne. Quelque déformée que soit leur vision du marxisme. Et d'ailleurs, comme je veux dire, ce processus est toujours en cours. C'est-à-dire le processus d'appropriation du marxisme, contrairement à cette idéologie dominante qui veut vous faire croire que c'est une pensée du 19e siècle. Non, c'est une pensée qui est toujours... comme elle a saisi le mode de production capitaliste dans son essence, elle est toujours valable aujourd'hui. Et on est en train d'en comprendre toutes les potentialités. Le nom de Lukács, c'est ça aussi, c'est d'arriver à voir le marxisme vraiment comme grande méthodologie, comme grande systématique. Y compris même comprendre aussi l'œuvre de Lénine, d'une certaine manière. Donc, là où c'est particulièrement injuste de dire... oui, dans ce caractère vulgarisé du marxisme de l'époque, il est lié un peu aussi à la nécessité, quand vous commencez à expliquer le matérialisme, après on passe à l'idéalisme, qu'est-ce que c'est que la dialectique? Alors, on dit toujours qu'il ne faut pas confondre l'ordo essendi et l'ordo exponendi, c'est-à-dire l'ordre des choses et l'ordre de l'exposition. Fatalement, quand vous exposez les choses, c'est pas le même ordre de la façon dont les choses se présentent dans la réalité. D'ailleurs, si vous commencez à exposer comme dans cette brochure célèbre, qui est un des passages, des chapitres de l'histoire du Parti communiste de l'URSS, qui est écrite de la main même de Staline, ça c'est Molotov qui le confirme, Matérialisme dialectique et matérialisme historique, qui est une brochure de vulgarisation qui n'est pas sans mérite, mais effectivement, le fait de présenter les choses en disant matérialisme historique d'un côté, matérialisme dialectique de l'autre, pose des tas de problèmes dans le marxisme. Si vous voulez, le marxisme, c'est la logique concrète de l'objet concret, c'est-à-dire comprendre la dialectique même de l'objet qu'on étudie, l'étude concrète d'une situation concrète aussi, comme dit Lénine. Donc vous ne pouvez pas penser qu'il y a des lois de la dialectique que vous allez plaquer sur une réalité. Quelque part, vous vous éloignez de la méthode véritablement féconde du marxisme. Donc c'était le début de cette brochure que commence à dire le matérialisme, c'est la doctrine du parti, le matérialisme historique, c'est le matérialisme dialectique appliqué à l'histoire. Qu'est-ce que veut dire ce terme appliqué? Rien qu'en essayant de vulgariser les choses, vous avez créé d'autres problèmes en fait dans la manière même de l'expliquer. Alors ce qui est fantastique, c'est que les masses entières se sont mises à étudier ce que c'est que le matérialisme, ce que c'est que la dialectique, voilà. Et c'est comme ça qu'on peut... voilà, c'est toujours... la philosophie, c'est l'autocorrection de la doxa par elle-même. C'est pas un savoir qui vous tombe comme ça, c'est un long processus. Le Sourdeau parle de processus d'apprentissage, c'en est un au premier chef. Donc, alors effectivement, par exemple, donc, il y avait dans cette forma mentis, cette forme de pensée de l'époque, le marxisme a fait vulgariser, une tendance à disons, exagérer d'ailleurs ces déformations. Par exemple, dans l'histoire même de la philosophie, on vous présentait les choses comme l'histoire de la philosophie d'un point de vue marxiste serait le fait de montrer l'affrontement sempiternel entre le matérialisme d'un côté et l'idéalisme de l'autre. Voilà, c'est vraiment dans cette... et c'est particulièrement malheureux quand on voit que la source principale philosophique de Marx, mais c'est Hegel évidemment, c'est-à-dire le sommet de l'idéalisme. En plus, c'est difficile de faire ça au nom du marxisme-léninisme. Moi, personnellement, je me dis toujours le marxisme-léninisme, parce que le marxisme-léninisme, bien compris, passe aussi par justement le fait de lire Lénine. C'est pas simplement cette doctrine, ce marxisme vulgarisé. C'est Lénine qui relie Hegel et puis qui dit comment c'est sa formule? Le matérialisme... oui, l'idéalisme intelligent est 10 fois plus proche du matérialisme intelligent que le matérialisme bête.
voilà, c'était quelque part aller à l'encontre pour des raisons évidentes, enfin, qui sont... Donc, et vous savez que les grandes œuvres de Lukács en URSS, ça va être, outre ces grandes recherches sur l'esthétique, sur le roman, où précisément on est dans tout sauf le sectarisme, d'un point de vue strictement esthétique, puisque une des clés finalement de l'explication historique, c'est le rôle qu'il assigne à Balzac dans la consécration du grand roman bourgeois et du fait qu'il montre la société capitaliste et ses contradictions, alors que vous savez très bien que Balzac disait j'écris à la lumière de deux chandelles qui sont la monarchie et le christianisme, donc le catholicisme, pardon. Romain, apostolique et romain. Et vous, même déjà, c'est Marx voulait écrire sur Balzac, après le Capital, il avait ça en projet. On a peu de textes d'Engels et Marx sur l'esthétique, mais on sait qu'il y a une lettre d'Engels à Miss Harkness où il parle de la victoire du réalisme chez Balzac. C'est-à-dire que Balzac est tellement bon auteur qu'en fait, il crache le morceau socialement. En fait. Il montre justement le fait que cet ancien régime ne peut pas tenir. Donc, Lukács insiste sur ce... Donc on est tout sauf dans le sectarisme. On n'est pas dans le sectarisme. Et la grande œuvre qu'il écrit à cette époque d'exil, c'est le jeune Hegel. C'est-à-dire tout le parcours d'Hegel jusqu'à la phénoménologie de l'esprit. Donc disons la construction de cette pensée dialectique qui est liée à l'émergence de la Révolution française. Et la destruction de la raison, en fait, est le version inverse. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette construction de la dialectique, après on peut voir comment l'école hegelienne se dissout. Et justement, la destruction de la raison, ce qu'il faut comprendre, ça aussi c'est une des sources de malentendus, c'est que nous, naturellement français, on est cartésien, quand on est cartésien, on l'est sans doute pas assez, on se met dans une... de moins en moins. D'ailleurs, je signale le livre de Cambouchner, là, qui est venu à cette librairie, qui est excellent. Ce qu'a dit Descartes, quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, on a tendance à se positionner dans un schéma dual entre la raison d'un côté et la sensibilité de l'autre. Alors pour un Allemand, le mot Vernunft, la raison, ramène en fait à l'idéalisme allemand, c'est-à-dire un schéma ternaire avec donc la sensibilité, mais aussi Vernunft, la raison, et Verstand, l'entendement. Donc en fait, c'est plus restreint ce terme de raison. C'est pas... d'ailleurs, c'est tout un travail philosophique qui a été fait pour distinguer les deux. Comme vous savez, donc chez Hegel, l'entendement détermine et maintient fermement ses déterminations, c'est l'entendement. La raison a un caractère négatif, car elle dissout ces catégories de l'entendement. Elle a un côté positif, parce qu'elle crée l'universel et contient en elle le particulier. Voilà, vous voyez ce schéma, je vais paraphraser le début de la grande logique. Et on peut citer aussi, pour montrer l'importance de la raison chez Hegel, donc ce texte qui est célèbre, qui est dans toutes les anthologies, c'est le besoin de philosophie. D'où naît le besoin de philosophie? Le besoin de philosophie, il naît, c'est dans la différence des systèmes de Fichte et Schelling, c'est un texte plutôt que la grande logique, bien sûr, où, en fait, il naît de la scission. Le besoin philosophique naît de la scission, quand les choses sont, quand l'entendement crée ses déterminations, mais ces déterminations apparaissent figées. Il y a un besoin de la raison d'essayer d'unifier, d'essayer de se placer au-delà de ce simple savoir. Voilà l'exigence même de la raison. C'est pour ça que quand Lukács dit destruction de la raison chez ses adversaires philosophiques, il ne s'agit pas de dire ce sont des fous, ce sont des aliénés, on n'est pas de ce domaine de polémique. À la rigueur, même s'il s'agit d'arriver, puisque sa perspective c'est de Schelling à Hitler, vous pouvez avoir, je sais pas, un ingénieur SS, par exemple, nazi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui utilise son entendement, je sais pas, il peut faire des V2, il peut construire des armes, peu importe, mais pas du tout faire fonctionner sa raison, et surtout pas dans ce critère qui est l'universel, précisément. S'il y a bien un particularisme absolu, c'est le nazisme, c'est-à-dire le particularisme de la race, le particularisme un peuple contre un autre. Donc voilà, en fait, il faut bien comprendre en fait l'opposition de l'un et de l'autre. Donc ce livre commence par cette destruction de la raison, de la Vernunft en fait, commence avec Schelling. Il commence avec Schelling qui est, comme vous savez, c'est dans tous les manuels de philo, Schelling est le maillon manquant entre
entre Kant et Fichte, et Hegel lui-même. C'est-à-dire que, bien que plus jeune que Hegel, il va influencer Hegel dans la création de ce qu'on appelle l'idéalisme objectif. Puis après, vous savez que Schelling va avoir une période extrêmement, de plus en plus réactionnaire. C'est l'époque des leçons de Munich, où il attaque très violemment Descartes. Puis, ça va aboutir à... Après la mort de Hegel, il sera appelé par Frédéric Guillaume IV pour déshégelianiser l'université. Et vraiment, là, on est dans la grande réaction catholique, le romantisme réactionnaire. Voilà. Et Hegel va se détacher aussi de Schelling. La grande rupture, le moment c'est 1807, c'est la phénoménologie de l'esprit, dont l'introduction est une charge contre Schelling. Et notamment, ça Lukács le montre très bien, l'intuition intellectuelle chez Schelling. On garde la raison, mais pour aller à la raison, chez Schelling, pour résumer, on fait une sorte de saut irrationnel, précisément, de saut l'intuition intellectuelle qui serait réservée au génie. C'est le génie qui pourrait être dans la raison, c'est une conception aristocratique de la connaissance. Et ça, c'est rompre le pacte, quelque part, un pacte qui provient déjà de Descartes. Le bon sens ou la raison est la chose du monde la mieux partagée, c'est-à-dire ce manifeste de la bourgeoisie révolutionnaire était en même temps un manifeste démocratique, un manifeste de la science. Et chez Hegel, vous trouvez ça toujours, c'est-à-dire le réel et réel et réel, c'est-à-dire c'est une question de... la phrase un peu par rapport à Descartes, c'est juste une question de méthode, il suffit de s'y mettre. Pardon de me résumer ça de manière un peu plébéienne, mais c'est ça. Il suffit... c'est disponible pour tout le monde. Il n'y a pas certains élus et d'autres. Donc là déjà, il y a une rupture de pacte. Par rapport à ces espoirs d'ailleurs qui étaient suscités aussi par la Révolution. C'est-à-dire par rapport à le passage de cette logique formelle que Hegel ne renie pas, simplement il ajoute une logique dialectique et la logique dans le temps, les transformations dans le temps. Penser le plus logiquement possible la transformation, le mouvement. Donc c'est quelque chose qui va constituer une pierre de scandale. Et Kierkegaard, par exemple, lui, ce saut, il va créer ce qu'on appelle la dialectique qualitative. Alors lui, le saut, pour lui, il est religieux, c'est-à-dire mystique. Kierkegaard, c'est un homme subjectivement honnête, mais il y a quelque chose qui ne passe pas par rapport à cette transformation de la logique formelle. Et il est un exemple parmi d'autres de non-réception de l'hégélianisme. L'hégélianisme, dont vous connaissez, parce que vous êtes tous un peu marxisants dans cette salle, je sais, donc vous connaissez l'histoire de toute l'école des hégéliens de gauche, les vicissitudes de l'hégélianisme. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le camp bourgeois, j'allais dire le camp non-marxiste, en fait, il y a un refus du système. Ça débouche sur... c'est pas que le système hégélien est remplacé par un autre système. En fait, on refuse de plus en plus les systèmes. Ça arrive avec Schopenhauer, par exemple, qui met un caractère... Schopenhauer est une pierre miliaire, j'allais dire, un jalon dans la destruction de la raison, parce que c'est un des premiers auteurs qui ne lie pas les gens qui critiquent. Notamment Lukács dit avec l'adversaire de classe, tout semble permis, c'est-à-dire qu'on peut le réfuter sans même faire comme disait Althusser, une simple lecture symptomale. Voilà. Alors chez Nietzsche, c'est encore plus frappant. C'est pas pour ça que Nietzsche est loin d'être un imbécile, au contraire. Mais c'est pas quelqu'un qui s'affronte au philosophe lui-même. Nietzsche c'est quelqu'un avec qui justement il faut s'affronter, sans doute le plus grand penseur des réactionnaires. Mais alors justement, Nietzsche va quasiment refuser, lui, la notion de système, parce qu'il se rend compte confusément que le système hegelien débouche sur le socialisme, débouche sur le marxisme. Enfin, sa manière avec les... Totalitarisme. Oui, c'est un peu lié tout ça. Mais oui, mais c'est ça. Bien sûr, on va en parler. Ouais. Donc, et justement, d'ailleurs, pour ça qu'il est... Voilà, Nietzsche, dont la pensée par excellence, c'est de dire qu'il n'y a aucune grande civilisation sans esclavage, voilà, le grand penseur antitotalitaire, comme vous le savez, aujourd'hui. Donc, alors ce qui est intéressant sur son aspect anti-système, c'est que justement, il ne faut pas trop le prendre au sérieux, et puis... Il disait d'ailleurs lui-même, rien qu'un fou, rien qu'un poète, dans Toustra, jouer les poètes, ils trouvent leurs eaux afin qu'elles paraissent profondes. Donc il y a eu une tendance très mondaine en France à prendre Nietzsche au sérieux et dire il a dit tout ce contraire, comme dixit Derrida, ou Foucault qui disait peu importe, une pensée, il faut la faire grincer, peu importe qu'elle soit exacte, il y a des tonnes d'interprétations en fait.
Bon, je veux dire, si nous on est rigoureux, précisément essayer d'être rationnel, c'est voir ce qu'il y a systématique chez Nietzsche. Ce qui parcourt toute son œuvre, malgré tous ces changements politiques qui sont caméléonesques, hein, c'est la haine du socialisme. Et souvent cette conviction qu'il n'y a pas de grande civilisation sans esclavage, ou sans succédané de l'esclavage, hein, d'une certaine manière. Et alors, ça a été un autre... Pardon Je disais, c'est comme Macron, l'antisystème et oui. pour l'esclavage. Oui, Macron, on va parler, c'est au fond une forme de sur la raison, c'est-à-dire vous avez... il y a la gauche, il y a la droite, il y a eu des pensées, tout ça c'est très bien, chacun doit dire, et puis de toute façon on ne tranche pas, et c'est le marché qui tranche. Donc en fait c'est ça le sens même de Macron, en fait c'est la destruction suprême. C'est pas parce qu'il est un peu plus cultivé qu'un autre, ça c'est des hasards, ça, que vous n'ayez pas un Sarkozy plus un Macron qui est plus sur antenne que l'autre. C'est la synthèse, voilà. Et de gauche et de droite. Voilà, oui, en fait, c'est ni l'un ni l'autre, c'est une contre-synthèse en fait, c'est faire le... Voilà, c'est laisser faire l'Europe, il n'y a pas que le marché, il y a l'Europe, il y a l'OTAN, il y a tout ce qui est là en fait, tout ce que pourquoi il est là. Donc, je reviens, ah oui, non, Nietzsche, ça a été ce qui passait pas hein, dans l'idéologie dominante sur l'expression de la raison. Pourquoi ça passait pas? Parce que c'est l'auteur que tout le monde lit. Je veux dire, à 15 ans, tout le monde a lu Nietzsche. Grosso modo, à parcourir Nietzsche. Et puis parce que ça se lit facilement aussi, hein, ces aphorismes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il... alors le problème aussi, c'est qu'on croyait, comme il s'agissait, ça c'est un petit peu dommage, disons, de tout plaquer sur l'aboutissement de Schelling à Hitler, c'est-à-dire qu'après on rentre dans des débats infernaux qui durent des heures sur est-ce que Nietzsche aurait été nazi, est-ce que... vraisemblablement le caractère trop plébéien des SA, par exemple, ça lui aurait pas plu, ça c'est évident. Bon, mais peu importe, faut pas avoir une lecture trop aplatissante sur le résultat. Ce que Lukács remet en cause, c'est surtout, c'est pas le caractère de fascisation ou de pré-fascisation. Par exemple, chez Schelling, c'est beaucoup plus sur romantisme réactionnaire. On est dans l'anachronisme pur. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Ou quand il va s'en prendre à Dilthey, par exemple, il dit très bien subjectivement, ce pauvre Dilthey n'avait aucune idée de participer à tout ce qu'on peut, par exemple. Évidemment qu'on ne peut pas lui donner du fasciste, c'est pas la question. Mais par exemple, quand il va vous dire oh, chez Hölderlin et chez Kant, le fait qu'il salue la Révolution française, c'est complètement secondaire par rapport à leur essence allemande, etc. Enfin, on est déjà dans une démission, dans une dépolitisation qui va permettre le fascisme. Voilà, souvent Lukács se borne à ça en fait. Hein. C'est pas... Donc l'important c'est de comprendre Nietzsche dans son époque. Et d'ailleurs, bon, c'est pour ça qu'on avait... on a publié, je montre, ça quand même, après il faut le montrer de tous les côtés, Domenico Lo Sordo, Nietzsche le rebelle aristocratique, qui poursuit hein, cette œuvre de Lukács, de caractériser comme système, je crois qu'il y a une formule qui me semble assez juste, qui est le radicalisme aristocratique chez Nietzsche. C'est vraiment ce qui fait que, bon, par rapport à certains interprètes, un jour, monsieur Jean-Pierre Faye, qui par exemple disait... Ah, j'aime bien ce passage, le plus subtil, le plus secret chez Nietzsche. La Révolution française, c'est la révolte des esclaves dans la morale. Comme si, en fait, c'était dit de manière non péjorative. C'est un éloge des esclaves dans la morale. Enfin, pour Nietzsche, il y a un problème philologique. Là, j'ai un grand philologue chercheur au CNRS à côté de moi. Souvent, on se heurte à ce problème-là. C'est la même chose quand, par exemple, on va vous citer l'anti-antisémitisme de Nietzsche, qui est en fait tardif, hein, qui était un processus chez lui et qui doit être pris dans son contexte. Quand vous avez un fragment de Nietzsche qui vous dit « je vais faire fusiller Guillaume II et tous les antisémites », évidemment, quelqu'un qui n'est pas bien Nietzsche, il a l'impression de tomber sur Léonard de Base, quoi, sympa, avec qui on pourrait prendre bien dans un café, quoi. Mais c'est pas ça. C'est peut-être le moment où il est les plus à droite dans son évolution, parce qu'il commence pro-prussien, bismarckien. Il y a quelques illusions sur Bismarck. Et Bismarck, c'est encore trop à gauche. Il y a des lois, vous savez, la sécurité sociale, encore c'est un embryon, tout ça c'était pour lutter contre le SPD. Et donc en fait, il évolue. C'est pour ça que Lo Sordo, ce qui est très important, c'est de montrer en fait un parcours, biographie intellectuelle, ou presque au jour le jour en fait. Parce que Nietzsche est pas très intéressant en tant que penseur systématique, pas systématique, mais il est passionnant en tant que penseur réactionnaire. En fait, il ne dort jamais, c'est comme le Grand Capital, il a toujours... alors là, en fait, il est passé de la Prusse
jusqu'à la Grande Europe. Ça, c'était... De son côté, il n'est pas seulement précurseur du Troisième Reich, il est précurseur de l'Union européenne. Hein. C'est ce qu'avait dit, de manière très naïve, Jacques Delors. Il ne croyait pas si bien dire. Hein, sur le chemin du philosophe passe par l'Europe, le chemin de l'Europe passe par les philosophes. Pour éclairer ce que tu viens de dire, peut-être pour clarifier la portée par rapport à nous autres Français, tu as cité le parallèle avec Céline tout à l'heure à propos du côté antisémite, fascisant, etc. Bon, Céline, lui, c'était son problème. Il a vécu l'époque. C'était pas le problème du tout de Nietzsche. C'est complètement un anachronisme de parler de nazisme à propos de Nietzsche, évidemment, tel que lui, les questions qui se posaient. Mais par contre, il y a un parallèle qu'on peut faire par rapport, toujours par rapport à Céline, quand tu as parlé de l'anti-antisémitisme tardif de Nietzsche. C'est très court et c'est très simple, c'est juste un parallèle, mais je pense qu'il est parlant. C'est que, justement, Céline, lui, quand il produit les pamphlets antisémites, en 1938, il y a une recension, il y a eu un ouvrage là-dessus, très intéressant, qui raconte que la gauche ne s'est pas particulièrement émue, il exagère, etc. Il n'y a pas eu grand monde pour protester. Et ceux qui ont le plus protesté contre Céline, c'est les antisémites, mais classiques, qui ont considéré que Céline disqualifiait par son ton ordurier, sa manière d'être, l'antisémitisme, etc. Alors les reproches, est-ce que les reproches de Nietzsche à Guillaume II et à ces antisémites-là vulgaires ne sont pas du même ordre? Voilà, c'est ça, exactement. Oui, c'est une bonne comparaison. C'est des règlements de compte. L'antisémitisme profond qui critique un antisémitisme vulgaire. C'est des règlements de compte, on t'a mis, parce que bon, Nietzsche était dans le cercle wagnerien, qui n'est pas plus antisémite à l'époque, et il a même son beau-frère. En fait, ce qu'il reproche à ces gens, au bout d'un moment, c'est que ces gens-là se développent une force d'antisémitisme chrétien, donc à dimension pseudo-sociale. Donc c'est encore trop. Donc à un moment, il commence à dire à Guillaume Bleu, il me plaît parce que par rapport à Bismarck, il a déjà compris. Ça, Lukács a parfaitement raison quand il dit ce côté anticipateur, précurseur, il anticipe le stade réactionnaire impérialiste. Et Guillaume II, c'était comme ça, hein, c'était la place au soleil. Hein. C'est pas le seul, hein, je dis pas que les Allemands sont les seuls responsables de la Première Guerre mondiale, mais en tout cas, on passait à... Ce qui est dingue avec Bismarck, c'est que Bismarck se disait, aussi chancelier de fer qu'il fut, se disait l'Allemagne est rassasiée. Oui, mais le capital, il n'est jamais rassasié. Donc, Et avec Guillaume II, on passait justement à cette nouvelle politique. Mais au bout d'un moment, le Sourdeau montre bien, ça fait un connaisseur aussi de l'Allemagne. C'est en fait à un moment le Frédéric III, vous savez, c'est cet empereur qui règne sur l'année 88 en fait. Il règne quelques mois seulement. Alors lui, au contraire, avec sa femme, c'était vraiment des anglomanes, c'est-à-dire qu'il y avait le courant anglophile dans l'Allemagne voulait dire on supprime toute sécurité sociale, c'est-à-dire là vraiment il n'y a plus aucune aide, on fait vraiment à l'Angleterre, c'est-à-dire la misère de l'époque victorienne, hein. C'était vraiment Whitechapel, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'était. Il y avait des liens familiaux quand même. Oui. En plus, oui, c'est ça, exactement. Oui. C'était encore trop... Voilà, c'est ça, si on essaie de comprendre le sens de Nietzsche, le sens de son anti-antisémitisme, c'est ça. Un petit mot, c'est si pour trouver une postérité politique à Nietzsche, c'est plutôt du côté de Mussolini que de Hitler qu'il faut la chercher. Mussolini est un lecteur de Nietzsche, hein, on le sait. Il est déjà Nietzschéen de gauche, entre guillemets, quand il s'appelle socialiste. Puis après, bon, Nietzschéen de droite. Il y a tout un bataillon d'anarchistes socialistes italiens qui passent. Non, mais on peut par exemple citer, je sais pas, le fait que quand il est pris à la République de Salo, donc il est, excusez-moi, prisonnier, Hitler lui envoie les œuvres complètes de Nietzsche, Mussolini, bon, enfin, mais peu importe, vous aurez toujours des Nietzschéens qui vont vous dire, mais tout ça c'était une immense, je sais plus qui, je crois que c'est Camus ou c'est Bataille qui disaient, on n'a jamais, on passera jamais assez de temps à réparer le tort qu'on lui a fait, etc. Mais le Sourdeau, par exemple, montre que dans les falsifications, on dit que c'est toute la faute de la sœur. Ça, c'était la grande légende de la volonté de puissance. En fait, il montre que justement, elle atténuait les passages les plus antisémites. Par exemple, au moment où il est là, il s'adresse aux Wagnériens et il clôt dans une péroraison d'un immense discours sur Socrate. Il voulait absolument attaquer la presse juive.
Et donc, elle gomme, elle met presque socratique. Parce que ça... Mais socratique, en fait, c'était un nom de code pour ces gens-là, ça voulait dire exactement, si on voit par rapport à l'essence de la tragédie, ce qu'il faisait dire, tout le monde comprenait. Donc voilà, en fait, ça nombre de... Souvent, c'est malentendu, là, c'est nietzschéiste de gauche ou heideggeriste de gauche, enfin tout ça, ça n'a pu être fait en France, c'est très français, hein, ou italien peut-être, et c'est dû au fait que simplement, on ne pouvait pas... lire les choses dans le texte et enfin, pour un Allemand c'était aberrant, je veux dire, même y compris toutes ces traductions féminisantes de Heidegger, sans doute par des germistes brillants, mais qui avaient aussi pour but de complètement dépolitiser, sortir Heidegger de ce fameux jargon de l'authenticité dont parlait Adorno, qui saute aux yeux. Le bouquin de Bourdieu est très bon, le livre sur l'ontologie de Heidegger, il replace vraiment ce que c'est que ce vocabulaire folkish des années 30. Et donc là j'en viens, oui, d'ailleurs, à un autre problème, parce que ce troisième volume parle de l'après-Nietzsche à Heidegger-Hitler, on a centré évidemment sur Nietzsche et Heidegger, c'est des auteurs qui ont une certaine postérité. Alors là, on a presque le problème inverse, c'est-à-dire que comme on a pris, je veux dire, Heidegger la main dans le sac, c'est-à-dire l'appartenance au parti nazi, le fameux discours de rectorat, et aujourd'hui, bon, ça va jusqu'au fameux cahier noir, là, où on voit l'antisémitisme est patent. Parce que je me souviens même un commentateur brillant qui est Lucien Goldman, essayant de comparer d'ailleurs les œuvres de Lukács et Heidegger, disait texto, Heidegger qu'on ne peut pas soutenir l'antisémitisme, enfin qui s'oppose à l'antisémitisme pour... ben non, c'est pas... Même c'est presque une clé d'explication. Mais j'ai l'air c'est presque trop simple. Alors là on a le problème effectivement, on perd un peu la dimension lukácienne. Je pense par exemple à un très bon livre qui est celui d'Emmanuel Faye. Je parlais du père avec un peu d'ironie, je parlais au contraire avec beaucoup de respect du fils, Emmanuel, qui continue la ligne des Farias, des Hugo, c'est-à-dire expliquer le Heidegger politique, et puis l'expliquer aussi dans sa pensée. Hein. Je ne résume pas simplement un tel ou tel parcours biographique. Et puis j'ai parlé aussi de, il y a Günther Anders, il y a Lucas Adorno, il y a De Sourdo a écrit Heidegger, l'idéologie de la guerre. On commence à savoir beaucoup de choses sur Heidegger, c'est des excellents livres qui sont parus. Néanmoins, est-ce qu'on n'est pas là, au contraire, dans une position de force, c'est-à-dire que face à ces Heideggeriens féminisants qui ont tenu un peu le pavé, mais bon, aujourd'hui on a presque pitié pour eux. Alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'à dire, comme Emmanuel Faye, Heidegger, ou l'introduction du nazisme dans la philosophie? C'est-à-dire qu'il y aura un projet... Oui, mais quand Lukács écrit, lui, voilà. En France, en tout cas, on en est toujours complètement. Bon, ça a changé depuis, entre autres, les bouquins de Faye, mais je me souviens très bien que c'était des menteries de staliniens totalitaires que de prétendre que, pendant longtemps, largement pendant les années 60 et après, que Heidegger avait été nazi. Alors maintenant, bon, ils ont mis un peu un bémol là-dessus, oui, donc... Mais y compris même... Mais au moment où Lukács, lui, il écrit la destruction de la raison, on est dans quel contexte à ce moment-là? Non, c'est une très bonne question, c'est que c'est vrai qu'il y a une pensée 68, la French Theory, on était vraiment, c'est Nietzsche de gauche, Heidegger de gauche, disons, c'était vraiment les grandes manières de remplacer Marx. Ce qui m'a frappé, c'est quand on a sorti ce livre qui clôt le débat, c'est-à-dire que il faudra peut-être 50 ans pour dire quelque chose de neuf par rapport à ça, hein, par rapport au Sourdo. Personne s'affronte à cette théorie, parce que là, ça tombe de soi. Je pense aussi qu'on est un peu dans le même... Lui, quand il écrit ça, c'est quelle année? Alors 54. Voilà. 54. C'est précurseur, j'ai par rapport à ça, parce que... quelle est sa position, donc, sur cette question, justement, de l'heidegerianisme et la généalogie nietzschéenne? Oui, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'il essaie de montrer les problèmes du système heideggerien lui-même, de l'ontologie, l'analytique du Dasein, centrée sur la déréliction, en fait, qui est une sorte de transfiguration du petit bourgeois, avec toutes ces contradictions. Mais il ne faut pas oublier aussi que ce retour à l'ontologie, qui, dans le contexte heideggerien, fait suite à des années de néokantisme en Allemagne. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, où le grand concurrent philosophique, hein, j'ai pas dit même peut-être dire du marxisme ou de la philosophie dite continentale, de l'ensemble de la philosophie continentale, c'est le néo-positivisme logique, qui est une philosophie qui ne s'oppose pas à la question de l'ontologie. Jamais. Jamais. C'est un jeu de langage, hein, précisément. C'est un atomisme logique, c'est pas un atomisme ontologique. Le néopositivisme logique. Donc le fait de vouloir... La démarche ontologique, elle est légitime. Et j'allais dire, pour des marxistes, il faut savoir qu'il faut toujours s'affronter à cette ontologie réactionnaire heideggerienne pour produire notre propre
ontologie, c'est-à-dire les conditions de production d'une vraie dialectique de la nature légitimée scientifiquement. Ça, je vous renvoie à tous les travaux des grands épistémologues marxistes, hein, que ce soit Eftichios Bitsakis, Lucien Sève. Récemment, là, on a publié Georges Gaston sur la dialectique de la nature. Ce sont il faut comprendre quel est ce réalisme ontologique. Heidegger est toujours, j'allais dire, d'une certaine manière, il est à prendre comme un défi. L'ontologie qu'on doit produire n'est pas la sienne. Mais c'est un penseur de l'ontologie. Donc ça, il faut pas... Le débat, on peut pas simplement... c'est pas ce que fait Faye, hein, je ne veux pas caricaturer. Il ne faut pas croire, disons, en tant que lecteur, qu'on a résolu le problème parce qu'on a simplement établi tel ou tel lien historique évident. Non, ce que je conteste dans l'approche de Faye, parce que elle, à mon avis, elle est inhérente au fait qu'il a fait une monographie, c'est-à-dire en fait centrée sur un seul sujet, c'est qu'on perd ce qui est très riche chez Lukács, c'est-à-dire l'articulation. La grande destruction de la raison, c'est-à-dire, et je crois que, bon là peut-être je m'aventure un peu, mais j'ai l'impression que le fils n'a pas voulu remettre en cause le nichéisme du père. Et je crois que c'est un petit peu, bon mais peu importe, hein, mais je crois que ça expliquerait beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé précisément aujourd'hui. Ce qui est le plus important chez Lukács, c'est pas simplement cette forme de fascisation, parce qu'aujourd'hui cette fascisation, elle a changé de forme. Aujourd'hui, si vous voulez, par rapport à Macron, comme je vous le dis, on n'a pas les squadristes dans la rue, et puis il va vous dire, vous avez toujours un peu raison, je prends un peu tout, et en fait, il ne prend rien. Je veux dire, il laisse il laisse le marché, mais c'est terrible, en fait, ce que ça veut dire. Ça veut dire des guerres, ça veut dire, regarde la population grecque dans tel état elle est. Les conséquences, elles sont catastrophiques, elles sont là purement fascisantes, que ce soit ce faux... Ce qui est fascisant, c'est pas tellement tel ou tel parti, c'est la tenaille entre un Macron de côté et une Le Pen de l'autre, ou un Clinton ou un Trump. Et face à cela, ce qui est totalement fécond dans l'approche de Lukács, c'est sa catégorie de dire qu'il n'y a pas de vision du monde innocente. C'est inciter les intellectuels à leur responsabilité politique. Ne faites pas croire que vous êtes dans l'univers éthéré. Là, vous êtes complice. Vous êtes complice de cette macronite là, aiguë. Là. Donc, il m'intéressait de savoir d'ailleurs le rôle de Macron avec Ricoeur, ce pauvre Ricoeur. Là encore, bon, la participation de... C'est complètement bidonné. C'est complètement bidonné. Ouais, oui, c'est ce que je pense aussi. L'intérêt intrinsèque. Ouais, voilà, c'est ça, qui est exactement. Peut-être assez douteux, mais de toute façon, c'était complètement bidonné. Oui, parce qu'a priori, bon, alors, une des cibles de la destruction de la raison, là où peut-être Lukács est un peu injuste, c'est ce que dit Nicolas Tortunian, qui est un grand commentateur, et peut-être injuste avec Husserl, par exemple, parce que Husserl, il y a une grande image rationaliste chez lui, en tout cas, il se pensait comme un combattant du rationalisme. Alors ce qu'il n'aime pas, c'est le côté intuition des sens de la phénoménologie. Mais par contre, effectivement, toute conscience est consciente de quelque chose, le caractère intentionnel de la phénoménologie, c'est pas du tout du Macron. On n'est pas du tout là-dedans. Au contraire, c'est vraiment, on est la culture générale, le niveau des idées posées comme ça, comme autant de bords du passé, et on ne tranche pas, précisément, on ne voit jamais les contradictions. C'est du Hegel sans la synthèse, précisément, sans les contradictions éthiques, sans le saut dialectique. C'est une espèce de surplomb historique, mais pour laisser en fait la déshumanisation. Pardon ? C'est la culture des prépas, c'est Oui, c'est ça. L'écritisme. Exactement. C'est la culture l'histoire des jugera, prépas, mais quand même avec des annonceurs et des sponsors, genre Attali et compagnie. Ah, c'est plus intelligent. C'est-à-dire qu'en réalité, Macron, c'est absolument rien. Hein. Je veux dire, ce qu'ont révélé, c'est très bref, mais j'étais à la pêche dans le Macron Leaks, c'est-à-dire des gigaoctets des échanges au jour le jour de l'équipe de campagne de Macron quelques semaines avant. Ce qu'on voit qui est absolument évident, c'est une fabrication du Macron. On voit qu'il fabrique les idées de politique, de géopolitique. Il y a le mémo de Védrine qui lui explique ce qu'il va expliquer quelques jours après, qui n'a aucun sens, le gaulo-mitterrandisme. T'as le mémo qui avait été écrit par Védrine et ne pas faire circuler entre eux sur les lois sociales, sur le reste tout. C'est fabriqué par l'appareil des postes prépa, enfin des meilleurs, de l'élite des prépas, et surtout ceux qui ont fait un super carnet d'adresses depuis la Mitterrandie et leurs petits copains. Et Macron, c'est l'emballage. C'est l'emballage tendance qu'on a mis à ça.
C'est pour ça que quand il a pas ses oreillettes, ils ont un peu peur parce qu'il dit un peu n'importe quoi. Mais et le reste du temps, il ne dit rien. C'est ça, Jupiter ne dit rien parce qu'il vaut mieux. Hein. Non, mais quand il dit toujours, ça a été noté par tout le monde, ce fameux en même temps. Et à un moment, il passe sur France. J'essaie de comprendre son lien avec Ricoeur. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris. Mais et quand il part sur France Culture, il essaie vaguement d'expliquer ça. C'est déjà révélé, tout le monde lui a déjà dit qu'il dit en même temps. Bon, il peut pas s'en empêcher. Et à un moment, le journaliste qui est pourtant très lèche-botte lui dit quand même, vous dites tout le temps en même temps, qu'est-ce que ça révèle, qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est exactement ça. À aucun moment on voit la contradiction. On refuse parce que c'est ça un des symptômes de la destruction de la raison. Pour revenir un peu à notre sujet, c'est que on va pas jusqu'au système. Enfin, il y a la dissolution d'écoles légalines parce qu'au bout du compte, il y a le socialisme. Et c'est la même chose, par exemple, dans la dissolution d'écoles de Ricardo. Ça, c'est très important pour comprendre Lukács. Ça, il faut comprendre ça. Les classiques, le fait même, comme on dit en économie, il y a les classiques et les néoclassiques. Vous savez, les classiques, c'est Smith, Ricardo et Marx. Hein. Les néoclassiques, c'est l'école marginaliste, c'est l'école microéconomique. Déjà, la même réduction microéconomique à l'acteur individualiste, l'homo economicus, est une fabuleuse régression. C'est pas pour ça, il y a même des gens de gauche parmi eux, comme Walras. Mais il faut revenir peut-être à Keynes pour avoir une notion du macroéconomique, mais qui met des rustines en fait, sur le capital. C'est rien d'autre que ça, le keynésianisme. Donc, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, en fait, on bute. On est justement. On est toujours à deux doigts de passer justement vers la nécessité de passer au socialisme, tout simplement parce que c'est dans les contradictions même du mode de production. C'est ça qui est absolument génial chez Lukács, c'est d'avoir vu en fait une décadence intrinsèque en fait au système. Il le voit aussi par exemple dans l'émergence de la sociologie. La sociologie, et en cela, je voulais dire, il n'invente pas tout, hein, il suit les intuitions de Marx. Après 1848, la bourgeoisie, elle retire l'échelle, c'est-à-dire elle a été révolutionnaire, elle s'est appuyée sur la science, et quand elle voit l'émergence du prolétariat, ça commence évidemment, je sais pas, 1830, 1832, 1848, c'est frappant. Là, vous avez juin 48 en France, là, vous avez vraiment un affrontement de classe autour des ateliers nationaux, les corps sont là, hein, très clairement. On ne peut pas parler véritablement de prolétariat à l'époque de Robespierre, vous avez la sans-culotterie, différents... et c'est Jacobin c'est la manière bourgeoise d'accomplir la révolution jusqu'au bout, mais on n'a pas encore les conditions d'émergence d'un prolétariat. Et donc, la bourgeoisie, elle retire l'échelle, c'est-à-dire, Auguste Comte, c'est ça, c'est laissez-moi faire. Laissez-moi faire, je suis dans la science, et on va vous créer, on garde la notion de progrès, mais on la privatise en quelque sorte. Et ça crée cette espèce de science qui est une science du social déshistoricisée et déséconomisée. Là aussi, on est dans une destruction de la raison. Hein. Tout ça, c'est concomitant. Lukács en parle aussi. Hein. Lui, il est centré sur l'Allemagne, mais il parle un peu de tous ces... Vous savez qu'on dit que les trois sources du marxisme, hein, c'est-à-dire l'idéalisme allemand, enfin la philosophie allemande, l'économie anglaise et le socialisme français. Donc, dans les trois, en fait, on voit en fait un blocage. Le blocage qui converge vers le fleuve Marx. Hein. C'est une citation de Marx, hein. C'est Marx lui-même qui revendique ça. Oui, parce que les trois sources du marxisme, c'est Lénine. Ouais. Donc, non, mais Marx lui-même, Lénine cite Marx. Exactement, ouais. Donc, c'est ça qui est fascinant. Si je peux me permettre, il me semblait que dans Lukács, il y avait, à un moment donné, j'avais noté dans la destruction de la raison, philosophie allemande du 19e, histoire d'une régression. C'est l'histoire d'une régression. Et une des conclusions, c'était comment surmonter le passé allemand. Donc il y a quand même ça qui est très fort dans l'ouvrage de Lukács, c'est de montrer à quel point l'Allemagne a mis en place une pensée réactionnaire qui visait à détruire les acquis du matérialisme, et notamment français, qui avaient été mis en place au XVIIe et au XVIIIe siècle par des gens comme Descartes, comme Lamétrie, comme Vauban, comme Dolbach, comme Diderot. Et voilà, je pense que c'est quand même une dimension qu'on ne peut pas gommer. Certes, il y a la question du marxisme, du socialisme, mais il y a aussi celle de la France et de l'Allemagne. Je vous remercie parce que vous avez un sujet que je comptais bien sûr ne pas négliger. Il faut le côté purement allemand, hein, le fait de centrer sur le... Par contre, je ne suis pas d'accord avec votre présentation et je pense qu'elle vous extrapolez par rapport au sens même de l'intervention de Lukács. Pour Lukács, qui a consacré beaucoup de temps au jeune Hegel, le sommet de la pensée philosophique, au moment de la Révolution française, elle est en Allemagne. Et pour lui, ses modèles de culturels, c'est Hegel et Goethe, c'est-à-dire, une certaine mesure, même Schiller, l'aide sur l'éducation esthétique de l'homme.
C'est-à-dire, il pense que c'est là qu'il y a eu le meilleur finalement du développement de la bourgeoisie. Donc, ça fait aussi partie de la manière de dénigrer ce livre, c'était de dire, c'est une sorte de Nuremberg de toute la culture allemande. Ce que Lukács même met bien sûr toutes les limites, il le dit d'ailleurs je crois dans une de ses préfaces. Moi j'ai toujours été un amoureux de la culture allemande, je vis dans cette culture allemande. Il n'est pas légitime de se poser la question de pourquoi un peuple qui est avec un très haut niveau culturel a pu produire une pareille barbarie. Bon, les Allemands c'est un jeu de mots qu'ils ont souvent, mais qui en fait les amène à leurs propres interrogations sur eux-mêmes, enfin sur leur histoire. Das Volk der Dichter und der Denker, qui s'est transformé en Das Volk der Richter und der Henker, ça veut dire le peuple des poètes et des penseurs qui devient le peuple des juges et des bourreaux. Il suffit que vous changiez une lettre, c'est quelque chose sur à quoi ils réfléchissent. Mais de là, c'est toute la problématique de ce qu'on appelle le Sonderweg. C'est pas un terme qu'on trouve chez Lukács, je ne crois pas. Le Sonderweg, c'est le chemin particulier qu'aurait pris l'Allemagne, c'est-à-dire, c'est des choses que, ces particularités, elles sont bien, Lukács en parle, elles sont évidentes, c'est-à-dire le fait que l'Allemagne a réalisé son développement, par exemple, a fait son développement de l'État-nation, son passage au capitalisme, avant en fait une vraie révolution idéologique, une révolution démocratique en fait, aussi imparfaite qu'elle soit en France ou en Angleterre. C'est-à-dire qu'il y a eu un essai manqué avec la guerre des paysans, et après en fait il a raté le coche en fait d'une certaine manière. Et donc ça explique le caractère très militarisme prussien, même si le nazisme vient pas de Prusse, en fait, il vient vraiment d'Autriche et de Bavière, hein, plus particulièrement, mais il y a des particularités allemandes. Alors aujourd'hui, sur cette question du Sonderweg, je voyais, parce que entre Le Sourdeau et j'ai vu je vous conseille aussi un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Pourquoi Lukács, de Nicolas Tertullian, qui était un ami d'ailleurs de Lukács, un grand commentateur. J'ai fait une recension sur le site Initiative communiste, hein, une longue recension. Et puis Dandin sans doute aura envie de lire le livre. Donc il va, disons, j'allais dire, chercher rompre des lances avec Le Sourdeau sur la question du Sonderweg, parce que Le Sourdeau, lui, est quelqu'un qui refuse cette thématique-là. Il a d'ailleurs écrit un livre qui n'est paru qu'en allemand, qui s'appelle Die Deutschen, les Allemands. Donc, je crois que le sous-titre, c'est sur un peuple, soi-disant, irrémédiable, enfin qu'on ne peut pas, irréversible, inamendable, pardon. Je pense que non, c'est-à-dire qu'il rappelle Le Sourdeau, par exemple, le pays de la Révolution, en 1914, le pays où on s'attendait à la Révolution, c'était l'Allemagne. D'ailleurs, et le pays révolutionnaire par excellence, qui est la France, pays classique des révolutions, parce que je ne sais plus si c'est Lénine ou Engels qui l'a dit, classique des révolutions, en 1918, on était le seul pays, à cause du Cocorico, on a gagné la guerre, on était le seul pays qui n'était pas en révolution. Bon, je veux dire, l'esprit souffle où elle veut. Hein. Attends, je voudrais juste terminer, et après je te la parole, Gilles. Mais, donc cette histoire de Sonderweg, il y a des particularités allemandes, mais tout le travail de Le Sourdeau, là on peut revenir à l'ensemble de son œuvre. Quand il veut montrer la part d'anglais, il montrait par exemple chez Hitler ce que Hitler doit à un concept de white supremacy qui est complètement anglo-saxon. C'est un disciple doué, hélas très doué, de la ségrégation raciale, de l'eugénisme qui est né dans ce contexte anglo-saxon. Il montre pourquoi un Gandhi n'a pas la bonne idée, comme le moindre journaliste de base, de comparer Hitler à Staline aujourd'hui. Ben non, pour lui, il compare Hitler à Churchill, c'est beaucoup plus évident, puisque d'ailleurs Hitler voulait réaliser les Indes allemandes. C'est bien le projet, donc extermination, mise en esclavage, plus grande échelle, j'allais dire, hein, dans l'horreur à la barbarie. Je crois que Le Sourdeau a tout à fait raison de montrer aussi ces parallélismes. Et quand il insiste sur Nietzsche, il dit que c'est très important de montrer non seulement Nietzsche dans le Deuxième Reich, mais dans l'esclavagisme qui est la pensée de son époque, enfin qui est une réalité à son époque, hein, de toute sa vie conscience. Il vient d'être aboli aux États-Unis, je crois que le Brésil c'est 1888, c'est une réalité bien tangible. Et donc il faut replacer dans tout ce contexte mondial. Alors d'ailleurs, le petit critique que Le Sourdeau adresse à Lukács, c'est de dire qu'il a vu le caractère progressiste anglais et français chez Hegel, enfin, le caractère français et anglais de Hegel dans sa formation, hein, par exemple y compris la découverte des manuscrits économiques de Stewart, il a vu leur caractère progressiste, et il n'a pas vu ce qu'il y avait de français et d'anglais chez Nietzsche au sens réactionnaire. Pas assez en tout cas. Alors le problème c'est aussi lié
Lukács lui-même se dit je borne mon sujet à ça sur l'Allemagne, tout simplement parce que c'est le sujet qu'il connaît. Si maintenant, Il en parle à propos de Schiller quand même, de ça. oui, de toute façon, à un moment, il parle de Kierkegaard. Alors, quand il dit Kierkegaard, il dit bon, je ne connais pas bien le contexte danois. Il est obligé quand même de se servir de Kierkegaard parce que Kierkegaard, non pas à son époque, mais en fait dans les années 30, va revenir complètement sur le devant de la scène. Il suffit de penser à Sartre, hein, d'ailleurs. Donc, il est obligé, ou citer Gobineau. Oui, mais comme Schiller est son point de départ, Oui. ça rejoint quand même un petit peu l'observation de monsieur. Il y a une partie de cet idéalisme allemand. Ah, Schelling, tu veux dire Schelling, Schelling dans le côté anti-cartésien, oui. Excuse-moi, Oui, bien sûr. ma langue a fourché. Oui, mais c'est Schelling. Oui. C'est le côté Schelling. Oui, non mais pour moi il y a un immense révolutionnaire, il faut toujours se rappeler ce qu'il a dit, c'est Karl Liebknecht, il disait l'ennemi dans ton propre pays. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ennemi ailleurs. Ça veut dire que toi en tant que révolutionnaire, il faut lutter contre ta propre bourgeoisie qui vote les crédits de guerre, il faut faire la même chose en France. Enfin, je veux dire, chacun doit balayer devant sa porte. Je veux dire, l'internationalisme prolétarien, c'est être fidèle à la parole du Comintern, hein, c'est remplacer la guerre impérialiste en lutte des classes. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il faut voir aussi les problèmes dans ses propres... Lukács parle de Mably, des gens qu'on a complètement oubliés. Enfin, Alors, il faut savoir aussi, c'est que l'Allemagne est le pays par excellence du mouvement philosophique. C'est-à-dire que Lukács montre d'ailleurs, ce qui est un développement du capitalisme, fait qu'on passe au stade sociologique, j'allais dire, avec le côté manipulation qu'il a, très vite dans les pays où le développement du capitalisme s'est fait de manière beaucoup plus rapide. Chez l'Allemagne, il y a aussi un facteur justement d'arriération économique qui explique ça. Mais en même temps, bon, ça crée aussi des chefs-d'œuvre au plan philosophique qu'il faut, comme le hegelianisme, hein, enfin, c'est aussi ce pays-là qu'il faut étudier comme tel. Donc voilà, cette histoire de Sonderweg, de chemin particulier de l'Allemagne, c'est pas qu'il faut punir ses particularités, il faut ne pas penser qu'il y a surtout un chemin normal. Il n'y a pas de chemin normal du capitalisme, il y a toujours aussi des particularités en France, en Angleterre, et on sait par quelle vicissitude elle passe et quelle souffrance, et c'est toujours pas terminé aujourd'hui. Et d'ailleurs, oui, Lukács termine sa postface, on est en pleine guerre froide, hein, c'est contre les États-Unis. Donc on voit bien, il dit lui-même, moi je ne connais pas assez bien le contexte culturel je sais pas, du pragmatisme anglo-saxon, mais il montre quand même les points en quoi, malheureusement, ça s'est confirmé de plus en plus, ce caractère agressif, impérialiste des États-Unis, surtout après la chute de l'Union soviétique, ça apparaît de manière extrêmement claire. J'ai vu aussi des gens lui reprocher ça, cet aspect extrêmement virulent dans la guerre froide, une sorte presque de quatrième Reich. Mais aujourd'hui, avec l'historiographie, tout ce qu'on sait maintenant, toute l'école, depuis Applebaum Williams, mais Lloyd Garner, enfin toute une école américaine qui montre tout simplement que la guerre froide, on a une URSS qui sort complètement appauvrie, totalement écrasée par la guerre, et c'est les Américains qui ont un caractère extrêmement agressif. Alors on va reprocher à Lukács, je sais pas, de s'en prendre à Raymond Aron. Raymond Aron, à l'époque, il dirigeait le Congrès pour la liberté de la culture, c'est-à-dire un organisme de la CIA, qui avait 35 bureaux dans 35 pays. C'était à l'époque où justement la CIA sponsorisait, je sais pas, tel ou tel concert de musique. Il renversait Mossadegh en Iran et Arbenz au Guatemala. Vous savez que c'est ça, l'engagement de Che Guevara vient de ça. Il a compris que même une sorte de social-démocrate bon teint et une bonne volonté comme Arbenz, de toute façon, se heurtait à la puissance américaine. Voilà, je veux dire, c'est pas Lukács qui invente ce caractère antagoniste, cette agressivité, oui, et puis la terreur nucléaire. Voilà, et là, effectivement, Lukács sort du caractère allemand, hein, on n'est plus du tout là-dedans. Mais effectivement, on revient forcément... de toute façon, quiconque s'intéresse à la philosophie s'intéresse un peu à la culture allemande, c'est fatal. Hein, et puis il faut... Voilà, on a aussi nos grandes traditions. Alors on n'a pas assez parlé... la France est un pays beaucoup plus où la conscience... c'est plutôt la conscience, disons, intellectuelle, passe aussi beaucoup par la conscience littéraire. D'ailleurs, il y a un bon livre que je crois que Dominique a en fond, qui s'appelle Le pays de la littérature, qui donne un peu un été à ce que je suis en train de dire, qui est un très bon livre. Oui, c'est l'histoire de la littérature. L'histoire de la littérature. Alors j'ai parlé de la dissolution chez Lukács, c'est très clair. C'est dans cette espèce de destruction de la raison, parce qu'on peut en fait filer la métaphore sur... Il n'y a pas que la dissolution de l'école hegelienne, il y a la dissolution de l'école de Ricardo, et il y a aussi la dissolution de cette fameuse victoire du réalisme dont j'ai parlé précédemment. C'est-à-dire de ce grand roman réaliste. Alors, c'est pas qu'il appelle à dire qu'il faudrait réécrire comme Tolstoï ou pour Balzac, mais c'est de se mettre à la hauteur de ce roman comme machine à penser, comme catégorie à comprendre la totalité sociale de toutes ces articulations. Et
il montre, et ce qui est très fascinant d'ailleurs chez Lukács, il montre une décadence qu'on voit entre, je sais pas, le schéma de Balzac à Zola en passant par Flaubert, c'est-à-dire des écrivains d'un extrêmement haut niveau, c'est-à-dire des gens qui sont capables de faire des mois et des mois d'enquête sur le moindre, pour écrire le moindre paragraphe. Enfin, c'est pas, mais il montre simplement déjà une espèce de réification qui a lieu même dans l'acte même d'écriture. Il y a un article qui est lumineux de lui, qui s'appelle Raconter ou décrire, où il montre une course dans Splendeur et misère des courtisanes et dans Nana. Et il dit, chez Balzac, ça rentre complètement dans la dynamique même de la société, du récit, et des contradictions du capitalisme. Alors que chez Zola, il y a un côté, on le décrit comme de manière très naturaliste, au sens péjoratif du terme. Hein, pour lui, c'est péjorateur. Le naturalisme est une réification du naturalisme. Ça devient simplement un pur tableau qui ne rentre pas dans l'économie du récit, en fait. Et il montre ce processus à l'œuvre. Ça énervait beaucoup Léon Blois, ça, qui détestait Zola. Ah oui, oui. Non, mais à part ça, en fait, c'est ça qu'il faut vraiment un très grand critique pour Lukács pour trouver à redire. Mais à un moment, il cite Zola, il dit ce qui est intéressant, parce que comme c'est un artiste subjectivement honnête, c'est intéressant de voir à un moment, il dit à chaque problème que j'aborde, je rencontre le socialisme. J'ai vu, c'est frappant à son époque. Mais voilà, on en est toujours un peu à ce. Alors. En fait, c'est aussi pour vous faire comprendre, je me fais l'interprète, donc évidemment, on est surtout pour dire c'est plus compliqué que. Mon but n'est pas de convaincre effectivement les critiques de mauvaise foi, et ce qui convaincra le mieux le lecteur, c'est évidemment la lecture et pas les pauvres phrases que je peux en dire. Mais il faut surtout pas comprendre que Lukács, on est aux antipodes du sectarisme. Il ne s'agit vraiment pas la destruction de la raison, c'est pas le fait, on a avec notre beau système marxiste que vous avez commencé à égratigner, à éreinter. C'est pas ça. C'est le sens même d'ailleurs de cette démarche. En fait, c'est dire la bourgeoisie a été révolutionnaire. Elle s'est appuyée sur les sciences, s'est appuyée sur les Lumières, et elle n'est plus capable de porter ça parce que de toute façon, elle a privatisé en fait les Lumières à son profit, elle a privatisé la démocratie à son profit. Et donc en fait, il dit pour être révolutionnaire, pour être à la hauteur, je fais une paraphrase, je pense qu'elle est juste. Il faut être à la hauteur de ce savoir, il faut continuer les Lumières. C'est-à-dire, c'est pour ça que Le Sourdeau, dans un livre qui s'appelle La lutte des classes, insiste sur le fait que le marxisme n'est pas un populisme. Contrairement à ce populisme, c'est un terme qui a volonté de mélanger un peu la gauche et la gauche et la droite, mais le marxisme à la fois défend le peuple, mais il défend l'émancipation du peuple, c'est-à-dire pas le peuple qui. C'est pour ça qu'il y a toujours une sorte de conflit dans les pays socialistes. Il est fatal, il aura toujours lieu entre, disons, les tenants d'une sorte de spontanéité prolétarienne dans la manière d'écriture, et qui peut aussi produire des chefs-d'œuvre. Hein, je veux pas dénigrer ça. Et en même temps, le perspective dont Lukács est vraiment le fleuron, quoi, qui est d'essayer d'expliquer quel était le sens même des grandes œuvres universelles, le caractère universel des œuvres de la bourgeoisie à son époque révolutionnaire. Et en quoi ce sont des défis à chaque fois qu'il faut relever. Et alors évidemment, ça peut paraître une sorte de spéculation intellectuelle. Bon, il faut comprendre qu'en Union soviétique, le message était plus ou moins passé, enfin d'une certaine manière, hein, parce qu'à une période très avant-gardiste succède la nécessité, disons, d'une sorte de défense patrimoniale, disons, de la culture. C'est déjà ça. C'est pas aussi révolutionnaire au sens que l'entend Lukács. Mais ils savent qu'il faut qu'ils héritent en fait d'un passé, qu'ils défendent en fait les valeurs, y compris patriotiques. Hein, donc il y a quelque chose qui était passé dans. D'ailleurs, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs dans l'art stalinien entre guillemets, qui est marqué quand même par un certain kitsch, hein, c'est qu'il y a un mélange d'avant-gardisme et donc volontarisme avant-gardiste, c'est des bolcheviks, hein, derrière cette culture, et en même temps de vouloir en même temps se dire. Continuer l'histoire, poser pour l'histoire. Donc ça fait en fait ce mélange, mais c'est une tension, j'allais dire. Et bon, dans un pays en plus en guerre, hein, donc ça devait. Mais c'est à méditer. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'héritage du meilleure tradition du passé, des Lumières, de ce qu'a été la Révolution française. Gramsci insistait beaucoup là-dessus. Hein. Il insistait sur. C'est vraiment tout le sens de son œuvre. Et beaucoup de gens du PCI. J'en parlais avec une amie ici présent, enfin, je pense pas qu'il me faisait comprendre ça. Des gens du PCI à la grande époque italienne, dans un pays qui est
même qu'on aime beaucoup l'Italie, c'est des gens qui nous sont très proches, hein, surtout quand on est communiste, on a beaucoup d'amis là-bas, mais c'est un pays avec un fonds réactionnaire beaucoup plus fort qu'en France, hein, c'est mafia, fascisme, Vatican, et donc le PCI est une sorte de miracle hein, dans cette opposition. Et ces gens se disaient, il faut accomplir la réforme, la révolution française, la révolution russe. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait refaire presque toute cette histoire européenne. Ils avaient conscience de ça. Moi, j'aime bien, je ne le cache pas, la grande époque du PCF, un peu avant le Front populaire, jusqu'à le refus de traité de Maastricht inclus. C'est-à-dire ce caractère populaire, patriotique, qui a été le PCF aussi de la résistance. Enfin, ce parti qui continuait, qui avait totalement conscience de continuer la Révolution française. Quand il brandissait le drapeau rouge, il brandissait aussi le drapeau bleu-blanc-rouge. Mais pas par chauvinisme, c'est un but de se rapproprier le caractère révolutionnaire. Et on est amené aujourd'hui à un choix, c'est très actuel ce que je veux vous dire. Je pense que aujourd'hui, l'opposition terrible, finalement, dans laquelle on veut nous enfermer, en gros Macron-Le Pen, tout ce que ça veut dire. On a des côtés une bourgeoisie qui n'est plus à la hauteur des Lumières, qui les singe, cette espèce de pseudo... soi-disant discours anti-totalité, en fait, une manière de jamais trancher le fait de faire que les gens ne prennent pas en main leur propre vie, ne puissent pas agir démocratiquement. En fait, c'est le pire des totalitarismes, finalement, de laisser le marché. Enfin, c'est un totalitarisme très abouti. Et de l'autre côté, vous avez en fait toute une bande de mécontents qui sont très polarisés socialement, d'ailleurs. Hein. Ça pourrait être on voit bien où ça se passe. Enfin, c'est peut-être ce serait presque un bloc historique, sauf que c'est des gens qui n'ont aucune conscience de classe. Et ils développent toute forme de nostalgie. Les moins pires, c'est ceux qui pensent qu'on peut revenir aux 30 glorieuses, à la rigueur en sortant de l'euro, mais comme ils ne comprennent pas qu'il faut sortir de l'euro par la gauche, c'est-à-dire avec tout ce que ça implique, ils pensent qu'on ne sait pas comment on recréerait cette société fordiste, en fait, qui de toute façon est rentrée en crise. Ça, c'est les moins pires. Mais ça va jusqu'à la nostalgie de Clovis. Si on remonte, on est là dans la destruction de la raison. Donc, ils adorent ça, les Macron. Ils adorent avoir un parti comme ça. La destruction de la raison, elle n'est pas du tout de ce côté-là, elle est du côté de Macron. Non, mais eux, c'est qu'ils reviennent à un stade. On a bien vu que le chiffon noir de Le Pen, c'était une vaste blague, montée au seul profit du macronisme. Oui, ça fait partie, pour moi, c'est un tout. Mais ce que je veux dire, c'est que cette espèce de. C'est une incapacité. Ça, c'était le repoussoir. La destruction de la raison, c'était justement de faire croire que ces gens-là les menaçaient et que c'était le fascisme. La destruction de la raison, la destruction de toute. de la raison par rapport à l'entendement. Pour reprendre les catégories que tu évoquais à juste titre et dont parle Lukács, après Hegel, Marx, etc., c'est quand même de ce côté-là. C'est pas tellement de l'autre côté, dont on a bien vu qu'il était totalement instrumentalisé au profit de non seulement de la bourgeoisie, mais dans ce cas-là de plus explicitement répugnant en tant que fondé de pouvoir des banques, gros propriétaires à l'ancienne. On est pratiquement revenu à l'époque d'avant le CNPF et d'avant-guerre, avec le comité des forges, hein, c'est pratiquement ça qu'on a maintenant. Je suis d'accord. Alors, nous faire croire qu'en fait on va éliminer Hitler en votant pour la haute banque, qui en fait est... Voilà, c'est ça la destruction de la raison. Ce que je parle, c'est un Hitler qui ne montre même pas le bout d'un poil de moustache. Hein. Tout le monde sait très bien que ça n'a aucun rapport. Mais alors par contre, les banques, on les voit bien, elles se cachent plus du tout en plus. C'est pour ça qu'on est vraiment à un stade de destruction de la raison avancé. Hein. Non, donc c'est... Quelqu'un comme Michéa, par exemple, est symptomatique, parce qu'il va vous dire, il va montrer qu'il y a une utilisation des Lumières par la bourgeoisie aujourd'hui, en gros, contre le peuple, sous prétexte d'antifascisme, en gros. C'est comme ça qu'il va dire le discours pro-Lumière. Alors, il est très content, il s'arrête là, et d'ailleurs, il ne comprend pas qu'il est applaudi par quelqu'un comme Alain de Benoît, qui en fait le penseur le plus important de ce temps, qui lui tresse des... Je ne sais pas comment il reçoit ses éloges, mais peu importe, j'allais dire. Ce qui est symptomatique, c'est ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en fait on est amené à... Le choix qui se pose à nous, c'est est-ce qu'au contraire, devant ces lumières inaccomplies, privatisées, caricaturées, détruites, hein, qu'est la bourgeoisie, est-ce qu'on revient à des remassonnades, à des utopies du passé, comme le faisaient les romantiques de la période réactionnaire dont parle Schelling, et tous ces petits poujados de telle ou telle époque, en ciblant telle ou telle classe sociale, enfin telle ou telle partie de la population pour revenir à leur telle ou telle France mythisée.
Ou est-ce qu'on continue les Lumières? Est-ce qu'on continue l'émancipation? Est-ce qu'on s'approprie ce qu'il y a de meilleur dans... est-ce qu'on poursuit ce schéma de pensée qui justement débouchait sur le socialisme? C'est ça qui est... Pourquoi la devise du fascisme c'est croire, obéir, combattre? Pourquoi la devise de Lénine c'est s'instruire, s'instruire, s'instruire? Uchitsa, Uchitsa, Uchitsa. C'est parce qu'il y avait bien cette nécessité d'être à la hauteur de... Qu'est-ce que c'est être révolutionnaire? Voilà, c'est à ce défi qu'il faut appeler d'une certaine manière.